Une relique du village est volée. La malédiction revient. Et Miss Marple voit ce que les autres ne voient pas. Bienvenue dans les dossiers. Je suis votre hôte Étienne. Dites-moi d'où vous écoutez. C'est toujours extraordinaire de voir cette communauté mondiale. La lecture de vos commentaires est le point culminant de chaque téléchargement. Décortiquons-le. La fête annuelle d'été de St. Mary Mead était le genre d'événement qui semblait, à première vue, être l'image même de la tradition anglaise innocente. Les banderoles battaient paresseusement dans la brise tiède de juillet, les tables gémissaient sous le poids des génoises et des confitures de framboises sans pépins, et la femme du vicaire présidait la tombola avec la férocité sereine d'un général rassemblant ses troupes. Les enfants éclatèrent de rire près du timide noix de coco, et la fanfare, composée des plus enclins à la musique de la paroisse, jouait vaillamment une interprétation légèrement fausse de Règle Britannia, Miss Marple, vêtue d'une robe de mousseline à picots et portant son indispensable parasol, était assise à l'ombre d'un chêne noueux, observant la scène avec des yeux doux et souriants. Pour un spectateur occasionnel, elle n'était qu'une autre vieille fille profitant du soleil et des festivités. Mais ceux qui la connaissaient mieux comprenaient que derrière son air placide se cachait un esprit aussi vif qu'un piège en acier. À côté d'elle, la jeune Gladys Crump, la nouvelle femme de chambre du recteur, bavardait nerveusement. « Et avez-vous entendu, Miss Marple, à propos du don de M. Hartnell pour la vente aux enchères caritatives? C'est cette vieille relique qu'il a trouvée en creusant dans son jardin. Elle a l'air très ancienne, c'est vrai. Les gens disent qu'elle pourrait même être romaine. » Miss Marple inclina poliment la tête. M. Ambrose Hartnell était un fonctionnaire à la retraite, passionné par l'archéologie amateur et encore plus passionné par l'admiration du public. À 3 heures précises, le silence tomba sur l'assemblée. Le révérend Greenfield, un homme robuste et de bonne humeur, monta sur la petite plateforme en bois près de la tente de vente aux enchères et leva la main. « Mesdames et messieurs, si je peux avoir votre attention. » Il a explosé. Nous sommes honorés cette année par une contribution des plus extraordinaires à notre vente aux enchères caritatives. Monsieur Hartnell, si vous voulez bien. Avec une solennité exagérée, Monsieur Hartnell s'avança, tenant à 2 mains un petit objet moussu enveloppé dans un tissu de velours. Des halètements et des murmures parcoururent la foule alors qu'il le dévoilait. Un curieux morceau de pierre, en forme un peu comme un récipient, avec de légères sculptures, courant le long de son bord. « Trouvé dans mon jardin, déclara Hartnell, le torse bombé. Au début, je pensais que c'était une simple curiosité, mais les experts du musée du comté disent qu'il pourrait bien dater de l'occupation romaine. » Il y eut une poignée d'applaudissements polis. Miss Marple sourit, même si elle réfléchit en privé que le soi-disant expert n'était que trop disposé à flatter un notable local si cela signifiait un autre objet pour leurs étalages poussiéreux. Alors que la foule se précipitait pour admirer la relique, Miss Marple se leva avec un petit soupir. Elle n'était pas particulièrement admiratrice des curiosités archéologiques. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la tente de thé, où un confort meilleur et plus tangible l'attendait. Elle était à mi-chemin du green quand c'est arrivé. Un cri aigu et strident interrompit le brouhaha des conversations et le joyeux cliquetis des tasses. Les têtes se tournèrent. L'origine du cri fut presque immédiatement visible. Emily Price, la couturière du village, se tenait près de la table d'exposition de la relique, les mains plaquées sur la bouche, les yeux écarquillés de terreur. Étendu dans l'herbe devant elle, se trouvait le corps de M. Ambrose Hartnell. Son visage était d'une nuance de violet alarmante, et les veines de ses tempes ressortaient avec un horrible relief. Un silence pesant comme une voûte d'église tomba sur la fête. Quelque part, un enfant s'est mis à pleurer. Miss Marple, calme et posée, ferma son parasol avec un léger claquement. Elle se tourna vers la femme du vicaire qui se tordait les mains, impuissante. « Peut-être, ma chère, dit doucement Miss Marple,
vous pourriez faire venir le médecin ainsi que le constable. » Sa voix, bien que douce, ne supportait aucun retard. Dans un village aussi petit et pratiquant que St. Mary Mead, elle le savait bien. La mort, en particulier la mort subite lors d'un rassemblement public, n'était jamais aussi simple qu'il y paraissait au premier abord. Et elle, plus que quiconque, soupçonnait que la chute de M. Hartnell n'était pas un accident. Aucun accident du tout. Pendant un instant après l'effondrement de M. Hartnell, le monde parut figé, la fête suspendue comme un tableau dans un rêve particulièrement vivant. Puis, comme si une main invisible l'avait remis en mouvement, le verre explosa dans une activité frénétique. L'épouse du vicaire, Madame Greenfield, troublée mais déterminée, a rallié quelques femmes sensées pour éloigner les enfants de ce spectacle pénible. Le révérend Greenfield lui-même s'agenouilla maladroitement à côté de l'homme tombé, cherchant un pouls qu'il savait sûrement qu'il ne trouverait pas. « Je pense qu'il est parti, » dit-il, sa voix inhabituellement basse. Depuis la tente, athée, le jeune docteur Rupert Denham, qui dégustait une assiette d'éponge Victoria, a couru à travers la trousse médicale verte à la main. Il s'agenouilla à côté du corps, marmonnant dans sa barbe, tandis que la foule s'épaississait autour de lui, une vague ondulante de curieux à peine retenus par les supplications du vicaire pour le décorum. Miss Marple, qui avait pris un point d'observation près du périmètre de la réunion, observa tranquillement que le parasol s'ouvrait à nouveau contre le soleil brûlant. Elle a noté, comme elle le faisait toujours, les petits détails révélateurs que d'autres ont négligés. La façon dont Madame Amelia Nash, la voisine de M. Hartnell, n'arrêtait pas de tordre son mouchoir et de jeter des regards vers l'exposition de reliques, la rougeur de colère sur le visage de M. Colin Prothero. Le jeune clerc du notaire s'était toujours irrité devant les manières condescendantes de M. Hartnell. Et le plus curieux de tout, l'expression du révérend Greenfield lui-même. Un étrange mélange d'inquiétude et quelque chose de dangereusement proche de la consternation. Quelques minutes plus tard, l'agent Sims est arrivé, faisant du vélo, avec une rapidité qu'il réservait habituellement aux urgences des jours de marché. Le visage rouge et sérieux, il luttait pour affirmer son autorité sur les villageois, déjà plongés dans de folles spéculations. « Reculez maintenant. Dégagez la zone, s'il vous plaît, » beugla-t-il, même si sa voix se brisait sous la tension. Le docteur Denham se redressa, ôta ses lunettes et les essuya avec un mouchoir. Son visage était grave. « J'ai bien peur que M. Hartnell soit tout à fait mort. Une crise cardiaque, très probablement, » a-t-il annoncé. « Mais étant donné la soudaineté et les circonstances inhabituelles, je recommanderais une autopsie. » Il, qui en un murmure général d'approbation, teinté d'un frisson d'excitation. Un véritable scandale était un mets rare à St. Mary Mead, et les villageois, malgré leurs protestations de choc, ne purent s'empêcher de le savourer. L'agent Sims a hoché la tête, gonflant la poitrine. « Bien sûr, docteur. Je ferai immédiatement rapport à l'inspecteur Craddock. » Miss Marple s'autorisa un petit sourire à l'évocation du nom de l'inspecteur. Dermot Craddock, maintenant en poste dans la ville voisine de Much Benham, avait, dans le passé, montré une volonté inhabituelle d'écouter les suggestions discrètes de Miss Marple, bien qu'il ait toujours insisté pour s'attribuer le mérite des idées qui en résultaient. Tandis que le corps était respectueusement couvert et que des dispositions étaient prises pour le transporter au cabinet médical du village, la foule se dispersa lentement, à contre-cœur comme les abeilles d'une ruche perturbée. Pourtant, alors même qu'ils s'éloignaient, les ragots avaient déjà pris racine, donnant lieu à une centaine de théories différentes. J'ai entendu dire qu'il s'était disputé avec le jeune Colin Prothero la semaine dernière, a déclaré Madame Penelope Dawes à son ami, au stand de confiture, à propos de ses anciennes emprises le long de la route. Des mots méchants, j'entends. Et M. Hartnell ne songeait-il pas à modifier son testament ? Murmura M. George Bartlett, le propriétaire de la boutique du village, qui avait une soif insatiable de la clientèle. Se débarrasser de sa nièce. Quelle petite ingrate! Je l'ai vu boire de la limonade juste avant de s'effondrer.
a raconté Emily Price, la couturière qui avait crié la première. Il aurait pu y avoir quelque chose dans la boisson, n'est-ce pas? Je veux dire, du poison. Personne n'a jamais beaucoup pensé à Madame Nash, vous savez, a ajouté Madame Dawes, se réchauffant sur son sujet. Son ascendance romaine est si noble et si puissante. Elle a toujours dit que M. Hartnell avait emprunté la moitié des artefacts qu'il avait trouvés sur sa propriété. Miss Marple, toujours discrètement installée à l'ombre, entendait chaque bribe des théories qui circulaient. Elle savait pertinemment que les villageois, comme les enfants, étaient prompts à attribuer les torts en fonction des préjugés, des malentendus ou de la simple commodité. De loin, elle remarqua une silhouette grande et gracieuse, immobile près de l'exposition, qu'en de relique, Miss Inez Curtin, la nièce du vicaire, récemment venue séjourner après des fiançailles décevantes à Londres. L'expression d'Inez était difficile à lire. Troublée, certes, mais aussi, pensa Miss Marple pensive. Elle en fit une note mentale. Gladys Crump réapparut aux côtés de Miss Marple, les joues rouges d'excitation. « Oh, Miss Marple. C'est horrible, non? On dit que c'était peut-être du poison. Imaginez, du poison à une fête de village. »« Oui, chérie, » dit doucement Miss Marple. « Les gens disent souvent de telles choses quand ils ne comprennent pas la mort subite. Pourtant, il est bon de se rappeler que de nombreuses maladies cardiaques sont tout aussi dramatiques. Bien que... » Elle s'interrompit, feignant un froncement de sourcils pensif. Gladys, avide de chaque bribe de connaissances internes, se pencha plus près. « Mais quoi, mademoiselle ?» Miss Marple lui tapota la main. Bien qu'il soit curieux que M. Hartnell paraisse parfaitement en bonne santé, et en bonne santé à peine une demi-heure avant son effondrement. Et il n'était pas du genre à cacher une maladie, n'est-ce pas? Non, mademoiselle. Il se vantait toujours de sa robuste constitution. Il a toujours dit qu'il vivrait jusqu'à 100 ans. Tout à fait, dit Miss Marple, et elle tapota pensivement le manche de son parasol contre le sol. La fête, désormais officiellement annulée, s'est dissoute dans un brouillard de spéculation. Des groupes de villageois se tenaient dans la verdure, murmurant des théories et échangeant des bribes de ragots. La suspicion, une fois implantée, s'est développée avec un abandon inconsidéré. Moins d'une heure plus tard, l'inspecteur Craddock lui-même arrivait dans sa voiture bien utilisée. Le visage sombre alors qu'il examinait les lieux. Miss Marple observa son arrivée avec satisfaction. Dermot Craddock n'était pas du genre à rejeter entièrement les bavardages du village, ni à tirer des conclusions hâtives. L'inspecteur organisa rapidement une enquête. Il interrogea les personnes les plus proches des lieux, Emily Price, le révérend Greenfield, le jeune Colin Prothero, Madame Nash et même le docteur Denham lui-même. Pendant ce temps, l'agent Sims recueillait les dépositions des témoins restants. Miss Marple observait tout cela en silence, comme à son habitude. Elle remarqua le léger tremblement des mains de Madame Nash, les regards méfiants que Colin Prothero lançait sans cesse vers la table des enchères, et la façon dont Inez Curtin s'éclipsa, inaperçue aux yeux des plus attentifs. Alors que les ombres s'allongèrent sur le green et que la fête était officiellement close, Miss Marple rentra lentement chez elle, son sac à tricot se balançant doucement à son poignet. Son esprit était occupé, cousant les premiers fils d'une tapisserie que la plupart des autres n'avaient pas encore vue. Quelqu'un, elle en était certaine, avait assassiné M. Ambrose Hartnell. Et si elle était juge de la nature humaine, ce qu'elle était, la mort était liée non seulement à l'avidité ou à la haine, mais à quelque chose de plus profond, quelque chose enraciné dans la fierté, les secrets et peut-être dans cette curieuse vieille relique elle-même. Les villageois pourraient deviner et bavarder à leur guise. Miss Marple écouterait et observerait, et éventuellement elle saurait, parce qu'à St. Mary Mead rien n'arrive jamais par accident. L'inspecteur Dermot Craddock se tenait à la fenêtre du bureau du presbytère, les bras croisés, tandis que le soleil couchant projetait de longues ombres sur le jardin. Dehors, les oiseaux gazouillaient joyeusement, inconscients du malaise qui s'était installé sur St. Mary Mead comme un brouillard inattendu. Craddock détourna le regard et fit face au révérend, assis, raide,
dans un fauteuil, comme s'il s'attendait à une réprimande. « Vous dites que M. Hartnell était de bonne humeur ce matin » demanda Craddock en s'asseyant en face de lui. « Tout à fait » a déclaré le révérend Greenfield. Il aidait lui-même à monter les tables devant aux enchères. Il transportait la relique de ses propres mains. Il en était très fier. « Quelqu'un à part lui manipule-t-il l'objet » Le révérend fronça les sourcils. « Je suppose que Madame Nash l'a fait. Il lui a demandé de polir le tissu sur lequel il reposait avant le début de l'événement. Et le jeune Colin Prothero est passé à proximité, tout en ajustant les feuilles de candidature. Et personne n'a trouvé étrange que Hartnell ait apporté un artefact ancien non vérifié aux enchères. » Le révérend rit doucement, mais sans rire. « Monsieur Hartnell n'a jamais eu besoin que ses découvertes soient vérifiées pour croire en leur valeur. Il aimait faire des histoires. » Craddock prit note. « Et qu'en est-il de sa nièce? J'ai entendu dire qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il pourrait modifier son testament. » Greenfield hésita. « Ce ne sont pas des ragots paroissiaux auxquels j'ai jamais cru, mais oui, Miss Margaret Hartnell n'a pas beaucoup visité ces dernières années. Un peu bohème, je comprends. Il y a eu une dispute. Pourtant, quelqu'un avait tout à gagner de son décès. Je suppose. » Le révérend se pencha en avant, baissant la voix. « Mais je dois dire, inspecteur, je ne pense pas que ce soit une question d'argent. Ambrose n'était pas très apprécié. Je pense que quelqu'un lui en voulait profondément. Et ce meurtre, si c'était un meurtre, semble très personnel. » L'expression de Craddock se durcit. « Je suis d'accord, révérend. Et la nature. De la mort, l'effondrement soudain, aucune blessure visible, suggère un poison ou une frayeur intelligemment conçue. Plus tard dans la soirée, l'inspecteur Craddock rendit visite à Miss Marple, qui l'accueillit dans son salon avec la même assurance calme avec laquelle elle pourrait recevoir une livraison de scones. « Je pensais que je pourrais vous trouver en train de donner un sens au chaos de la journée, » dit-il en s'installant dans un fauteuil fleuri. « Oh, pas du tout, » répondit-elle, les yeux pétillants. « J'ai travaillé sur une dentelle plutôt tenace. Même si j'admets que les événements de la fête ont fourni une légère distraction. » Craddock sourit. « D'où, n'est-ce pas? J'ose dire que le village est en ébullition. »« Oui, » dit-elle sereinement. « Ils s'épuiseront en spéculation bien avant que les faits ne soient connus. » Il se pencha légèrement en avant. « Avez-vous remarqué quelque chose que je devrais savoir? » « Oh mon Dieu, je ne présumerai pas. Mais je trouve intéressant de voir combien de personnes se souviennent soudainement de choses sur M. Hartnell qu'elles n'ont jamais partagées de son vivant. » Craddock rit. « Je l'ai remarqué aussi. Il n'était pas aimé. Non, un homme arrogant, ai-je toujours pensé. Et pourtant, je me demande aussi s'il avait peur de quelque chose. Il a demandé à Gladys, la pauvre fille, elle travaille maintenant, pour le curé, de placer la relique à côté de lui et de ne laisser personne d'autre la toucher. Un comportement étrange, n'est-ce pas? Le sourcil de Craddock se leva. « C'est étrange, assez protecteur, » a ajouté Miss Marple, « même possessif, comme s'il croyait que l'objet avait plus de valeur qu'il ne le laissait entendre. Ou peut-être qu'il craignait ce que quelqu'un pourrait lui faire. » Craddock hocha lentement la tête. « Vous pensez que cela pourrait être lié? »« Peut-être, » dit-elle d'un ton léger. « Parfois, ce n'est pas l'objet lui-même qui cause des problèmes, mais les histoires que nous racontons à son sujet. » Le lendemain matin, Craddock a mené une série d'entretiens au domicile de plusieurs villageois. Son premier arrêt fut la résidence Nash, une maison en briques pittoresques, ombragée par un sycomore. Amelia Nash l'a accueilli avec un sourire forcé et des yeux cerclés de rouge. « J'ai à peine dormi, » a-t-elle admis en le faisant entrer, « dire que c'est arrivé à quelques pas de moi. »« Vous et M. Hartnell étiez proches ?» demanda-t-il en sortant son cahier. « Nous étions voisins, rien de plus. » Elle s'assit, les mains tordant un torchon sur ses genoux. « Même si je dois l'admettre, nous avons eu des disputes. Il fouillait toujours autour de l'ancienne limite entre nos propriétés. Il prétendait que c'était historiquement important. Il t'a déjà menacé? Non, pas avec des mots. » Sa voix baissa. « Mais il m'a rendu la vie difficile. Lettres au conseil. Plainte.
Je pense qu'il voulait revendiquer une partie de mon jardin dans le cadre d'une théorie d'avant-poste romain. » Cradock nota cela. « Et la relique, l'aviez-vous déjà vue avant hier ?» Elle hésita. « Non. Même si je soupçonnais qu'il l'avait déterrée derrière la haie qui divise nos lots. Il se vantait toujours de ses trouvailles, de vieux morceaux de tuiles cassées, des éclats de poterie. Il était obsédé. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vouloir sa mort ? » Une pause. « Inspecteur, dans un village aussi petit, la meilleure question pourrait être « Qui ne l'a pas fait ?» Pendant ce temps, Miss Marple rendait une visite tranquille au magasin du village. Il n'était pas strictement nécessaire qu'elle achète quoi que ce soit, mais le magasin était toujours un terrain fertile pour les ragots. Alors qu'elle examinait un pot de confiture de prunes, elle entendit M. Bartlett discuter avec un client à la caisse. « Colin Prothero, je parie, » murmura Bartlett. « Je ne m'en suis jamais remis avec la subvention du lotissement. Hartnell a ruiné sa proposition au conseil paroissial. Colin n'a-t-il pas dit qu'il allait s'assurer Hartnell ne lui a plus jamais fait obstacle ?» a demandé le client. La main de Miss Marple s'arrêta à mi-portée. Elle a ensuite vu Colin à l'extérieur. Du magasin, il a salué avec sa chaleur habituelle. « Oh, Miss Marple, » dit-il avec un sourire anxieux, « j'ai passé un moment fou avec le gendarme. Il n'arrête pas de me demander où j'étais quand Hartnell s'est effondré, comme si j'avais glissé quelque chose dans son verre. « Étiez-vous près de lui à ce moment-là ?» demanda-t-elle d'une voix curieuse et non accusatrice. « Seulement pour ajuster les feuilles d'enchère, comme je leur ai dit. Je n'ai jamais touché à sa limonade. J'avais la mienne, de la courge orange. Et tu n'as rien remarqué d'étrange à propos de la relique ?» Il détourna le regard. « Juste que ça avait l'air plus propre que d'habitude. Monsieur Hartnell n'a jamais pris la peine de polir les objets qu'il a déterrés. » Miss Marple hocha la tête, gardant ce détail de côté. Dans l'après-midi, des rumeurs faisant état d'un agent toxique avaient commencé à circuler. Le docteur Denham, après un examen préliminaire, a rapporté que les lèvres et les ongles de Hartnell présentèrent des signes compatibles avec un poison à action rapide, peut-être de la digitaline ou quelque chose de plus exotique. Étonnamment, la relique elle-même a été testée positive pour de légères traces d'une substance résineuse. Cradock a recueilli ces informations lors d'une réunion discrète avec le gendarme du village et Miss Marple. « Nous avons envoyé des échantillons au laboratoire, » a-t-il déclaré. « Mais si quelqu'un a empoisonné la relique, peut-être y a appliqué une toxine. Alors seul quelqu'un qui savait, il l'aurait touché, il l'aurait fait. » Miss Marple avait l'air pensive. « Alors il est très important de savoir qui était au courant de son habitude de manipuler ses trouvailles, et qui avait accès à la relique avant la vente aux enchères, » a ajouté Cradock. « Oui, » murmura Miss Marple, « nous ne devons pas seulement regarder ceux qui détestaient M. Hartnell, mais ceux qui compris lui. » Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre vers la ruelle qui serpentait au cœur du village, où le soleil était revenu baigner d'or les toits rouges. Et juste au-delà de cette route sinueuse, pensa-t-elle, se trouve la vérité, enveloppée, comme la relique elle-même, dans la saleté et les vieux ressentiments. L'inspecteur Cradock fronça les sourcils en examinant ses notes dans le bureau du presbytère. Les résultats du laboratoire départemental venaient de tomber et confirmaient ses soupçons grandissants. Les résidus trouvés à la surface de la soi-disant relique romaine n'étaient pas, comme certains l'avaient de spéculer, une cire de nettoyage inoffensive ou un vernis de qualité muséale. C'était urushiol, un composé toxique présent dans l'herbe à puce et des plantes similaires, capable de provoquer de graves réactions allergiques et, lorsqu'il est ingéré ou absorbé en quantité suffisante, un choc systémique. Peu fréquent, mais assez efficace, lui avait dit le docteur Denham ce matin-là, en ajustant ses lunettes à monture métallique. En particulier pour quelqu'un de l'âge de M. Hartnell. Appliqué à plusieurs reprises sur la peau, il peut agir un peu comme un poison. S'il manipulait la relique souvent et de manière obsessionnelle, cela expliquerait sa réaction soudaine. Cradock
se rassit, tapotant son crayon sur le bureau. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait intentionnellement dosé l'artefact, sachant très bien que Hartnell ne résisterait pas à le toucher. Il y avait maintenant 2 questions urgentes. Qui avait accès à la relique avant la vente aux enchères et qui en savait suffisamment sur les habitudes de Hartnell pour les utiliser comme arme. Pendant ce temps, dans le joli salon de sa maison couverte de lierre, Miss Marple préparait le thé avec son efficacité habituelle. La jeune Gladys Crump était assise sur le bord du fauteuil, tournant nerveusement son chapeau de paille dans ses mains. « Maintenant, Gladys, dit Miss Marple en plaçant une assiette de gâteau aux graines devant elle, vous avez mentionné que M. Hartnell vous avait donné des instructions avant la fête. J'aimerais que vous vous en souveniez exactement. » Gladys se mordit la lèvre. « Il est venu au presbytère juste après le petit déjeuner, mademoiselle. Il a dit qu'il voulait que la relique soit placée sur un morceau de velours spécifique et que personne d'autre était de le déplacer jusqu'à ce qu'il soit prêt à le présenter. Il a dit que c'était beaucoup trop délicat pour des mains rugueuses. Je pensais qu'il était un peu difficile. L'a-t-il touché en votre présence? Oh oui, mademoiselle. Il l'a manipulé lui-même. Il m'a montré les gravures dessus. Il a dit qu'ils avaient prouvé que c'était romain. Il se frottait les doigts sur les bords quand je l'ai quitté. Et y avait-il quelqu'un d'autre dans la pièce pendant que vous régliez l'affichage? Gladys hésita. Eh bien, Miss Curtin est entrée un moment, à la recherche du révérend Greenfield. Elle a à peine regardé la relique, cependant. Elle a dit que cela lui faisait peur. Est-ce qu'elle l'a touché? Non, mademoiselle. Je me suis juste tenu près de la porte. Miss Marple hocha la tête pensivement. Merci, Gladys. Vous avez été très utile. Cet après-midi-là, l'inspecteur Craddock a demandé que plusieurs des principaux villageois se rendent à la salle des fêtes pour un interrogatoire plus formel. Une simple précaution, leur dit-il, mais les villageois, imprégnés de suspicion et armés de théories, savaient que le mot « suspect » n'était pas loin de l'esprit de chacun. Le premier arrivé fut Colin Prothero, habillé élégamment, mais avec des ombres sombres sous les yeux. Il se tenait droit, mais le léger tremblement de ses doigts trahissait sa nervosité. « Vous avez eu des querelles publiques avec M. Hartnell », commença Craddock. Colin hocha la tête avec raideur. « Tout le monde dans le village sait que nous ne nous entendions pas. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que c'était un tyran, » dit catégoriquement Colin. « Il a bloqué une proposition que j'avais faite au conseil paroissial, une extension de lotissement. Il a dit que cela ruinerait le caractère du parc du village. La vérité est qu'il n'aimait pas que quelqu'un d'autre ait de nouvelles idées. Vous avez été vu près de la table des reliques avant l'effondrement. J'étais en train de déposer les feuilles d'enchères. Je n'ai pas touché à la relique. Je n'en avais pas besoin. » Craddock plissa les yeux. « Mais tu savais qu'il... » « S'en occuperait, n'est-ce pas ?» Colin hésita. « Oui, tout le monde le savait. Il aimait exhiber ses découvertes. » Après l'arrivée de Colin et Dame Amelia Nash, apprêtée avec des gants en dentelle noire malgré la chaleur estivale. Elle semblait calme, mais son sang-froid était fragile. « Vous avez eu une querelle de longue date avec M. Hartnell, » a déclaré Craddock. « J'avais frontières, » répondit-elle sèchement. « Et il a refusé de les respecter. Il a empiété sur mon jardin, il a creusé sans permission. Je l'ai dénoncé 2 fois. L'avez-vous déjà menacé? J'ai peut-être élevé... » « La voix, a-t-elle admis. Mais je ne tuerai personne pour des raisons de propriété. On vous a demandé de polir le tissu qui contenait la relique. Je l'étais, mais je n'ai jamais touché l'objet lui-même. Il était enveloppé dans un carré de mousseline lorsque je manipulais le velours. Je n'ai même pas touché. Regardez à cela. Saviez-vous ce qu'il comptait faire de la relique? Je savais qu'il allait le montrer. C'est tout ce qu'Ambrose a toujours voulu un public. » Pendant que Craddock prenait ses notes, Miss Marple entra tranquillement dans le hall et s'assit au fond. Elle ne faisait pas officiellement partie de l'enquête, mais Craddock ne s'est pas opposé à sa présence. Il avait appris par expérience que les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient au rythme d'un esprit astucieux et actif.
Titre. Ensuite, mademoiselle Inès Curtin, la nièce du curé. Elle était pâle, posée et habillée avec une modestie impeccable. Elle ne semblait pas perturbée par le cadre formel, même si son regard se tourna vers Miss Marple dès l'instant où elle entra. « Vous étiez dans la pièce lorsque la relique a été exposée », commença Craddock. « Oui, » dit Inès. « En bref, je cherchais mon oncle. Avez-vous approché la relique? Non. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange à ce sujet? » Elle fit une pause. Seulement que ça ne me paraissait pas particulièrement romain. Craddock leva les yeux. « Vous êtes étudiant en histoire? »« Histoire de l'art, » dit-elle. « Avant de quitter Londres, je travaillais pour une petite galerie spécialisée dans les antiquités. Cet objet en particulier m'a semblé inauthentique. Avez-vous dit quelque chose à M. Hartnell? » Non, il n'était pas du genre à tolérer une correction. La voix de Miss Marple résonnait doucement depuis l'arrière. « Vous avez dit que cela vous semblait inauthentique. Était-ce à cause des sculptures ?» Inès se tourna vers elle. « Oui, ils avaient l'air bruts, presque modernes. J'ai vu de meilleurs. Imitation à Camden Market. » Il y eut une brève pause. Craddock s'éclaircit la gorge. « Une dernière chose, Miss Curtin. Avez-vous déjà rencontré M. Hartnell avant cet été ?» Une lueur de quelque chose passa sur son visage. « Non, seulement en passant depuis que je suis arrivé au village. »« Très bien, » a déclaré Craddock. « Ce sera tout. » À la fin de l'entretien final, le crépuscule était tombé sur le village. Les lanternes le long de la ruelle s'allumèrent une à une, projetant de longues ombres sur les rues pavées. Miss Marple rentrait lentement chez elle, son parasol sous le bras, son sac à tricot balancé à ses côtés. Ses pensées se tournèrent non pas vers la relique elle-même, mais vers les réactions des personnes interrogées. Colin Prothero avait certainement un motif, l'amertume et l'ambition. Pourtant, quelque chose dans sa posture parlait plus de peur que de culpabilité. Madame Nash, si fière et si convenable, avait son orgueil blessé, mais Miss Marple avait observé qu'elle tressaillait en parlant du tissu, pas de la relique. Était-ce la peur de l'association ou quelque chose de plus? Et Inès Curtin, polie, bien informée, avait semblé le moins affecté de tous. Son détachement intriguait surtout Miss Marple. La jeune fille avait remarqué quelque chose à propos de l'artefact que personne d'autre n'avait mentionné. Était-ce la voix d'un érudit ou d'un faussaire? Lorsque Miss Marple atteignit le portail, son esprit avait soigneusement classé les suspects. Le mobile, soupçonnait-elle, résidait non seulement dans de vieux ressentiments, mais peut-être aussi dans la vérité même de la relique. L'objet était-il vraiment romain, ou s'agissait-il d'une fabrication astucieuse que quelqu'un avait toutes les raisons de protéger ou de détruire? Elle ouvrit sa porte d'entrée et entra dans le hall chaleureux et parfumé à la lavande. Il restait encore beaucoup à découvrir, mais elle savait déjà une chose avec certitude. À St. Mary Mead, le meurtre n'était jamais aussi simple qu'il le paraissait. Le matin qui a suivi les entretiens s'est levé gris et inhabituellement calme à St. Mary Mead. Une fine brume était venue de la prairie au-delà de la voie ferrée, atténuant la palette estivale vibrante du village. C'était le genre de temps, pensait souvent Miss Marple, qui rendait les gens réfléchis et insouciants dans une égale mesure. Elle était assise à sa table de petit déjeuner, penchée sur une lettre de son neveu Raymond, arrivé avec le courrier du matin. Il appréciait apparemment la vie à Florence, même s'il trouvait les habitants exaspérants et indifférents autant. Elle sourit légèrement, puis la mit de côté. Son attention, à vrai dire, était déjà ailleurs. Une idée lui était venue la veille au soir. Une idée, en fait, née de quelque chose que la jeune Inès Curtin avait dit et que personne d'autre n'avait repris. La relique ne me paraissait pas particulièrement romaine. Cette phrase avait tourné dans la tête de Miss Marple toute la nuit. Inès avait parlé à la légère, mais aux oreilles expérimentées de Miss Marple, cela avait le poids de quelqu'un qui parlait avec certitude et non comme spéculation. Et cela, elle le savait, pouvait signifier deux choses très différentes. Pour poursuivre cette réflexion,
Miss Marple a décidé de faire une modeste mission. Visiter le musée de Much Benham, un petit endroit poussiéreux où de nombreuses trouvailles de M. Hartnell avaient finalement été données. Elle a pris le bus de 10h15, s'est installée près de la fenêtre avec son tricot et a profité de la douce bousculade de la route sous elle. La campagne se déroulait dans un flou de haies, de murs de pierre et de vaches solitaires occasionnelles. Le conservateur du musée, un homme timide nommé M. Finchley, l'accueillit avec surprise et une légère inquiétude. « Miss Marple, quel plaisir! Nous, n'attendions pas de visiteurs aujourd'hui, pas après la nouvelle. »« Oh, je ne suis pas là pour rester bouche bée, » dit-elle agréablement. « Juste un petit coup d'œil à la collection de M. Hartnell, si vous me le permettez. » Elle a été conduite vers une petite vitrine nichée dans une pièce du fond, intitulée « Antiquités locales », don de M. A. Hartnell. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets banals, une cuillère en étain courbée, des fragments de tuiles, ce qui semblait être une pipe en terre cuite, et 2 pots en pierre dont l'un ressemblait remarquablement à la relique rustique de la fête. Miss Marple regarda attentivement. Il y avait des sculptures, certes, mais grossières et mal exécutées. Le motif était incohérent. Des symboles que l'on pourrait trouver copiés à partir d'un manuel scolaire plutôt que creusés dans la terre ancienne. Elle se tourna vers M. Finchley. « Ces pièces ont-elles été vérifiées ?»« Eh bien, balbutia-t-il, nous avons demandé Hunger du comté de les examiner. Mais vous savez, nous ne faisons pas vraiment d'authentification en tant que telle. M. Hartnell était assez convaincant. Il a dit qu'il avait passé des années à étudier l'archéologie pendant sa retraite. » Miss Marple émit un bourdonnement évasif. Elle avait connu de nombreux messieurs à la retraite qui avaient du temps libre et des ambitions, dépassant leurs connaissances. En quittant le musée, une pensée lui vint avec une soudaine clarté. Et si la relique n'avait aucune valeur, mais que quelqu'un le croyait, ou plus dangereusement, et si quelqu'un savait que c'était un faux et devait garder ce secret enfoui? De retour à St. Mary Mead, l'inspecteur Craddock se tenait dans le jardin du presbytère, révisant à nouveau la déclaration de Gladys Crump. Elle avait mentionné qu'on lui avait dit de ne laisser personne toucher la relique avant la vente, aux enchères. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, des traces d'huile toxique s'étaient retrouvées à sa surface, et cette substance, l'urushiol, ne serait pas simplement restée dans un vieux champ de lierre. Il fallait l'appliquer délibérément. Quelqu'un aurait-il pu empoisonner la relique avant qu'elle soit apportée à la fête? Ou plus probablement, quelqu'un l'avait-il altérée lors de la fête sous prétexte de préparer l'exposition? Le prochain appel de Craddock était de Inez Curtin, qu'il a reçu sur la pelouse du presbytère, carnet de croquis à la main. Elle avait l'air sereine mais prudente. « Vous avez dit que l'objet semblait inauthentique, » commença-t-il. « Diriez-vous qu'il s'agit d'un faux ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Peut-être. Je n'appellerais pas ça une falsification, exactement. Plutôt un pastiche. Copier des styles de différentes époques sans cohésion. C'est courant chez les collectionneurs amateurs. » Est-ce que M. Hartnell aurait pu le faire lui-même? Qu'elle cligna des yeux, surprise. Je suppose que oui, s'il avait les bons outils et la patience. Et si quelqu'un découvrait que c'était un faux, que se passerait-il? Elle pencha la tête. Eh bien, si M. Hartnell trompait les gens, cela pourrait être très préjudiciable. Pas légalement peut-être, mais socialement. Embarrassant pour lui, certainement. Craddock la regarda un moment. « Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui aurait pu connaître la vérité ?» Elle n'a pas hésité. « Colin Prothero. Il m'a dit un jour que le village était dupé par un homme avec une pelle et un égo. Je pense qu'il a toujours soupçonné quelque chose. » Craddock la remercia et partit. Mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'Inez, bien qu'honnête dans ses paroles, cachait encore quelque chose. Le même après-midi, Miss Marple a rendu visite au jeune Colin Prothero qui vivait dans des pièces au-dessus du bureau du notaire.
Il fut surpris de la voir, mais l'invita à entrer avec un inconfort courtois. « Je n'ai besoin que d'un instant, » dit gentiment Miss Marple. « J'ai eu la pensée la plus étrange, et je voulais votre avis. »« Très bien, » dit-il avec méfiance. « Vas-y. »« Vous avez dit un jour, c'est ce que j'ai entendu dire, que M. Hartnell trompait le village, que ses découvertes n'étaient pas tout à fait ce qu'il prétendait. » Sa mâchoire se serra. « J'ai peut-être dit quelque chose comme ça. Mais vous ne l'avez jamais signalé? N'y en avez-vous parlé au conseil ?» Il eut un bref rire. Qui écouterait? Hartnell avait la moitié du conseil qui lui mangeait dans la main. Il a menacé de me poursuivre en justice pour diffamation lorsque j'avais fait part de mes inquiétudes. « Je vois, » dit Miss Marple en hochant la tête. « Et si on avait appris qu'il avait falsifié une relique majeure, disons, pendant la fête, qui aurait-il été le plus embarrassé? Monsieur Hartnell ou ceux qui lui faisaient confiance ?» Colin leva les yeux, surpris. « Tu crois que quelqu'un l'a tué pour couvrir la fraude? Je pense, » dit doucement Miss Marple, « que l'embarras est un facteur de motivation plus puissant que les gens aiment l'admettre. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise près du feu de son salon, un châle autour des épaules, le tricot mis de côté. Les pièces bougeaient, pas encore parfaitement mises en place, mais rassemblées. Il restait encore la question de accéder. Qui a eu l'occasion d'appliquer le poison sur la relique? Qui avait à la fois des motivations et des moyens? Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est souvenue le tissu, le velours sous la relique. Tout le monde s'était concentré sur l'objet, mais peu avaient pensé à se demander ce qui l'avait touché avant M. Hartnell. Madame Nash avait poli le tissu. Elle a affirmé qu'il était enveloppé dans de la mousseline et qu'elle n'avait jamais manipulé l'objet. Mais la mémoire de Miss Marple était vive. Gladys avait dit que la relique était placée directement sur le velours, pas de mousseline, pas de tampon. Ce qui signifiait que si du poison avait été appliqué sur le velours, la relique elle-même serait contaminée au moment où Hartnell la déposerait. Elle se leva aussitôt et apporta ses notes sur le petit bureau près de la fenêtre. Avec des traits nets et fermes, elle écrivit « Détail clé, tissu contaminé, pas de relique directement ». C'était une distinction subtile, et cela a rétréci le champ. Seules quelques personnes avaient accès au tissu avant la vente aux enchères. M. Hartnell lui-même, Gladys et Amelia Nash. Miss Marple se rassit et croisa les mains. Quelqu'un s'en était voulu personnellement, avait ajouté une touche de toxine végétale et transformé une fraude en un spectacle fatal. Mais il avait raté une chose. Mademoiselle Marple tout remarquait. Pour un village aussi apparemment endormi que St. Mary Mead, il n'en fallait pas beaucoup pour attiser les passions ou pour ressusciter de vieux griefs. À la fin de la semaine, les rumeurs sur la mort de M. Hartnell étaient devenues quelque chose de plus toxique qu'une vaine curiosité. Un bulletin du village, normalement réservé aux chatons perdus et au surplus de moelle, portait désormais une note griffonnée à la main avertissant d'un acte criminel lors de la fête. Miss Marple l'a constaté elle-même en revenant du marchand de légumes, où les tomates avaient été médiocres et les ragots exceptionnels. Madame Penelope Dawes, qui gérait le comité des fleurs et la plupart des rumeurs du village, était en grande forme. « Je vous le dis, Miss Marple, si Inès Curtin n'a rien à voir avec ça, je mangerai ma rhubarbe entière. Vu sa façon de faire ? Toujours à dessiner, toujours à observer, jamais participant. Elle n'est pas d'ici, tu sais. Elle a descendu après ce scandale à Londres. Quelque chose à voir avec les stocks manquants de son employeur. » Miss Marple afficha un sourire évasif. « Les gens confondent souvent silence et intrigue, je trouve. »« Eh bien, » renifla Madame Dawes, « si elle se tait, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. » Miss Marple a mis la conversation de côté. Ce n'était pas qu'elle prenait les accusations de Madame Dawes au sérieux. Pénélope pouvait conjurer une conspiration à partir d'une étiquette de confiture, mais elle révélait quelque chose d'important. Le village avait tourné son regard vers l'extérieur. Inès Curtin, jeune, intelligente et légèrement distante, était un bouc émissaire idéal,
Mais les boucs émissaires, Miss Marple le savait, étaient rarement coupables. Cet après-midi-là, elle rendit une visite tranquille au presbytère. Le révérend Greenfield l'accueillit chaleureusement et lui proposa du thé dans son bureau, même si ses yeux étaient voilés. « Vous aurez entendu parler de la lettre », dit-il en versant le thé avec des mains légèrement tremblantes. « Je l'ai fait, » répondit doucement Miss Marple. « C'est quelqu'un qui essaie d'être utile, j'en suis sûr, même si je doute que l'inspecteur Craddock apprécie l'ingérence du public. » « Je suis plus inquiet pour Inez, » dit-il en baissant la voix. « Les gens commencent à la regarder différemment. C'est très injuste. Elle n'est qu'un réconfort depuis qu'elle est arrivée ici. » Miss Marple sirota pensivement son thé. Elle semble être une jeune femme capable. Elle l'est. Calme, oui, mais gentille. Et talentueuse. Son carnet de croquis, elle a documenté. Le village avec tant de détails. C'est tout à fait remarquable. Puis-je le voir? Le révérend hésita, puis hocha la tête. Elle le garde dans le salon, je vais le chercher. Quelques minutes plus tard, Miss Marple tournait les pages avec un soin délicat. Les dessins étaient en effet exquis. Des lignes d'encre simples, expressives et nettes. Il y avait des croquis des préparatifs de la fête, de Gladys épinglant, des banderoles, de M. Hartnell polissant la relique sous la canopée du chêne. Miss Marple s'arrêta sur une page. Elle représentait la table des reliques exactement telle qu'elle se trouvait ce jour-là, mais avec un petit détail, une bouteille à côté du tissu, partiellement masquée. Elle tapota la page. « Vous souvenez-vous de ce que c'était, révérend ?» Il regarda le dessin. « Est-ce que ça aurait pu être du vernis ?» Monsieur Hartnell avait toujours sur lui une sorte de cire ou de résine. Il prétendait que cela faisait ressortir les marques. Miss Marple hocha lentement la tête. Résine. Encore ce mot. Il y avait quelque chose dans cette bouteille. Pas dans le dessin lui-même, mais dans le fait qu'Inez l'avait remarqué, enregistré. Elle était peut-être silencieuse, mais elle a tout vu. Et les gens qui voyaient tout voyaient souvent trop. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock n'avait pas une journée productive. Le poison avait été confirmé, Urushiol en effet, mais son application restait encore un mystère. Ni la relique ni la bouteille de cirage, aujourd'hui disparue, n'avaient refait surface depuis la fête. Le tissu contenait des traces, mais pas suffisamment pour déterminer qui l'avait manipulé en dernier. Il retourna au magasin du village, où George Bartlett l'accueillit avec un signe de tête déférent et un peu trop d'enthousiasme. « Inspecteur, vous avez des nouvelles? On dit que c'était Madame Nash. Elle a toujours été trop grande pour nous, à mon avis. » Craddock soupira. « Nous poursuivons toujours plusieurs pistes d'enquête, Monsieur Bartlett. En parlant de cela, vous souvenez-vous que quelqu'un ait récemment acheté des substances inhabituelles, des huiles, des cirages, des résines végétales? »« Pas vraiment, » dit Bartlett en se grattant la tête. « Mais maintenant que vous en parlez, Miss Curtin a acheté quelque chose d'étrange environ une semaine avant la fête. Elle a demandé de l'huile de lin et de la térébenthine. Elle a dit que c'était pour son art. » Les sourcils de Craddock se haussèrent. A-t-elle dit ce qu'elle comptait en faire? Je viens de mentionner le nettoyage des pinceaux et la conservation de l'encre. Cela ne semblait pas suspect. L'huile, de l'un n'était pas toxique, mais la térébenthine pouvait l'être à forte concentration, et cela n'expliquait pas le poison. Malgré tout, la piste s'échauffait. Ce soir-là, alors qu'une légère pluie tombait sur les toits, Miss Marple appela Madame Amelia Nash. La veuve la salua avec raideur, mais non sans courtoisie. Ils étaient assis dans le salon, où les meubles avaient la qualité austère des choses héritées, et jamais vraiment aimées. « J'espère que je ne suis pas arrivé à un moment inopportun, » a déclaré Miss Marple en acceptant de s'asseoir. « Pas du tout, » répondit Madame Nash, même si son ton manquait de chaleur. Miss Marple croisa les mains. « Je pensais, vous savez, à ce tissu que vous avez préparé pour M. Hartnell. Un velours très fin, pensais-je. Oui, il s'agissait d'une vieille housse de coussin. Et tu t'en es occupé toi-même? En bref, je l'ai repassé et mis dans la boîte. Je ne m'attendais pas à tout cela, des accusations et des soupçons.
C'est assez épuisant. Miss Marple hocha la tête avec sympathie. Les gens adorent tirer des conclusions hâtives. Mais je me demande, est-ce que M. Hartnell était la seule personne qui vous a ennuyé? Madame Nash cligna des yeux. Pardon? Vous voyez, Amelia, dit Miss Marple, sa voix toujours douce mais soudain inflexible, j'ai pensé à la relique, pas à ce que c'était, mais à ce que c'était, censé. Et pour certains, je suppose, c'était moins un trésor romain qu'un symbole de pouvoir. Celui qui le contrôlait l'histoire. Je vois à peine en quoi cela m'implique. Oh, mais c'est le cas, répondit Miss Marple. Vous avez dit un jour au révérend Greenfield que M. Hartnell volait vos terres. Si vous découvriez qu'il s'était bâti une réputation sur des objets extraits illégalement de votre jardin et qu'il avait même falsifié certains d'entre eux, eh bien, ce serait une véritable humiliation, n'est-ce pas? Madame Nash se leva brusquement. Je pense que cette conversation est allée assez loin. Miss Marple resta assise. Je crois, Amelia, que vous avez utilisé le tissu pour délivrer le poison. Vous n'avez pas eu besoin de toucher la relique. Juste assez d'huile pressée doucement dans le velours. Au moment où M. Hartnell l'a manipulée, je dois vous demander de partir. Mais Miss Marple se contenta de se lever, d'ajuster ses gants et de dire avec une sérénité absolue « J'ai quitté de nombreux salons au cours de ma vie, Madame Nash, mais pas toujours avant que la vérité ne se soit fait connaître. » Cette nuit-là, Miss Marple prépara un petit paquet composé de ses notes, d'un mouchoir légèrement tamponné d'huile de lavande et d'une lettre soigneusement écrite adressée à l'inspecteur Craddock. Elle n'avait pas l'intention d'accuser qui que ce soit. Pas encore. Parce qu'il manquait encore une chose, un dernier élément du comportement humain qu'elle n'avait pas encore bien cerné. Et jusqu'à ce que cela se mette en place, elle attendrait. Montre. Le tueur, elle le savait, se trahirait, pas par la violence ni par des aveux, mais avec vanité, fierté. La conviction qu'ils avaient déjoué tout le monde. Ils n'avaient pas été plus malins que Miss Marple, pas encore. Le matin des funérailles, le village portait son deuil comme un vêtement d'emprunt, mal ajusté, un brin théâtral, et non dénué de sens. Les personnes en deuil se rassemblèrent devant l'église en pierre de Sainte-Marie-Mide, sous un ciel couleur d'eau de vaisselle, chaque visage exprimant un mélange approprié de tristesse et de solennité. Mais sous les chapeaux à large bord et les revers de veste fraîchement brossés, les yeux clignaient et se plissaient. Les villageois n'enterraient pas seulement Ambrose Hartnell, ils enterraient leurs secrets, ou tentèrent de le faire. Miss Marple se tenait silencieusement au fond, l'expression indéchiffrable. Elle notait qui arrivait avec qui échangeait des regards, qui gardait ses distances. Colin Prothero arrivait seul, silhouette sombre parmi les manteaux pâles. Madame Nash arriva en retard, les gants impeccables, les lèvres pincées. Inès. Curtin s'assit à côté du révérend et chanta les hymnes d'une voix d'alto douce et sereine. Gladys Crum s'agitait à côté de l'organiste, les joues roses sous l'effort pour ne pas pleurer. Ce fut, dans l'ensemble, un service magnifiquement mené. Le révérend Greenfield a parlé avec le respect approprié, voire avec enthousiasme. « Même si M. Hartnell n'était pas sans particularité, dit-il délicatement. Il a servi notre communauté à sa manière et croyait, comme nous le devons tous, au pouvoir de l'histoire. Après le service, les villageois se sont répandus dans le cimetière comme les grains d'un sac fendu, chuchotant derrière des gants et sous des parapluies. Craddock se tenait près du Lychgate, observant les mouvements comme un maître d'échecs, lisant les 5 premières parties d'un pari initial. Puis vint le réel surprendre. Juste au moment où la cloche de l'église sonnait sa dernière note, solennelle, une Morris Minor bleu foncé s'est arrêtée devant le portail, et en est sortie une jeune femme frappante, vêtue d'un manteau noir coupe citadine et d'un rouge à lèvres cramoisi qui se détachait comme du sang sur la neige. Qu'un murmure parcourut les personnes en deuil. « Est-ce que c'est... ça doit être... » « Oui, Margaret Hartnell, la nièce. » Les yeux de Miss Marple se sont aiguisés. « Maintenant, pensa-t-elle,
Nous commençons à voir le long jeu. Margaret Hartnell n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas agenouillée au bord de la tombe. Au lieu de cela, elle alluma une cigarette juste derrière Leaf et expira avec le détachement froid d'une femme habituée à être observée. L'inspecteur Craddock s'approcha d'elle avec précaution. « Mademoiselle Hartnell. »« Je suis l'inspecteur Craddock. Je suis désolé pour votre perte. »« Je suppose que c'est le cas, » répondit-elle sans ironie. « J'ai entendu des choses, inspecteur, des choses plutôt laides. Nous menons une enquête. Comme vous pouvez l'imaginer, les circonstances de la mort de votre oncle sont suspects. Oui, c'est pour ça que je suis venu. » Craddock fronça les sourcils. Pas par chagrin? Elle eut un sourire sec. Oncle Ambrose et moi n'étions pas proches. Nous ne l'avons pas été depuis qu'il m'a dit que je déshonorerais la famille en poursuivant le théâtre. Mais je suis son plus proche parent. Je comprends qu'il y avait des papiers, un testament. Je crois que son avocat est en train de l'examiner maintenant. Elle a tiré une longue bouffée. Vous voudrez savoir qui aurait pu vouloir sa mort. Ce serait utile, oui. Eh bien, dit-elle froidement, tout le monde, mais surtout ceux qui risquèrent de perdre quelque chose s'ils survivaient. Et qu'avais-tu à perdre? Elle haussa les épaules. Rien. Il m'a exclu de sa vie il y a 10 ans, mais il ne m'a pas exclu de sa vie. Volonté, à moins qu'il ne fasse un changement de dernière minute. Craddock devait l'admettre, c'était une nouveauté. Miss Marple, quant à elle, avait adopté une approche différente. Cet après-midi-là, elle a invité Inez Curtin à prendre le thé. La jeune femme arriva à l'heure, toujours aussi polie, et s'assit avec grâce sur le canapé fleuri de Miss Marple. « Je dois dire, » commença Inez en acceptant une tasse, « tout cela est devenu un peu plus théâtral que je ne l'avais prévu. La nièce arrivant à la 11e heure, c'est une mise en scène. » Miss Marple sourit faiblement. « Et vous sentez-vous émue par le théâtre, Miss Curtin? Je trouve ça révélateur. Les gens sur scène disent des choses que les gens ordinaires n'osent pas dire. En effet. Et hors scène, que font les vraies personnes quand elles ont peur? » Inez pencha la tête. « Ils se cachent, ou alors ils dévient, » a déclaré Miss Marple. « J'ai vu beaucoup de déviations ces derniers jours. » Il y eut une pause. Inez sirota son thé. « Tu penses que je cache quelque chose? »« Pas du tout, » répondit doucement Miss Marple. « Mais je pense que tu scies quelque chose, et je n'ai pas réalisé à quel point c'était important. » Elle ouvrit sa boîte à couture et en sortit une copie soigneusement pressée du dessin d'Inez, celle de la table des enchères avec la petite bouteille à côté de la relique. « Vous avez dessiné ça avant la fête, n'est-ce pas? »« Oui, de mémoire. J'ai esquissé la plupart des préparatifs sur quelques jours. Et cette bouteille était-elle présente le matin de la fête? » Inez fronça les sourcils. « Je crois. Hartnell le gardait dans la poche de son manteau, je crois. Il l'appelait sa solution secrète. Il disait que c'était un agent de conservation. Mais personne ne l'a revu depuis. Non, dit-elle. J'ai supposé qu'elle avait été prise lorsque l'écran avait été effacé. Miss Marple hocha la tête. Ce n'était pas le cas. C'est parti. Il y eut une longue pause. Puis Inez dit doucement, « Pensez-vous que c'était le poison? »« Je pense que c'était la clé, » a déclaré Miss Marple. Et la seule personne qui savait qu'il manquait était la personne qui l'avait enlevé. Ce soir-là, l'inspecteur Craddock reçut un appel téléphonique surprenant du bureau du notaire de Much Benham. « Inspecteur, j'ai pensé que vous devriez savoir, Monsieur Hartnell a fait modifier son testament, 3 semaines avant sa mort. »« Laissez-moi deviner, » a déclaré Craddock. « Il a rappelé Margaret Hartnell? Correct. L'ensemble de la succession, propriété, collection et compte bancaire. La révision a été correctement constatée, datée précisément de 2 jours après son retour d'une visite à Madame Amelia Nash. » Craddock regarda le combiné. « À Madame Nash? C'est ce que dit le dossier. » En raccrochant, Craddock ressentit un sentiment de malaise. Cela a placé Madame Nash non seulement proche de la préparation de la relique, mais également au cœur d'un changement de motivation soudain et potentiellement significatif. Si elle avait, ce que Margaret avait été réintégrée comme héritière,
Aurait-elle pu paniquer? Ou pire, avait-elle convaincu Hartnell de le faire pour ensuite le regretter? Il avait besoin de réponses. Et il connaissait quelqu'un qui pouvait les lui fournir s'il les posait correctement. Miss Marple a passé sa soirée à rendre une dernière visite, cette fois à Colin Prothero. Il ouvrit la porte avec la lassitude d'un homme qui avait combattu les soupçons pendant des jours et qui les trouvait désormais accrochés comme du lierre. « Je sais ce que tu penses, » dit-il sans préambule, « que je l'ai fait parce que je le détestais. »« Non, » dit Miss Marple, « je pense que vous êtes la seule à comprendre à quel point un mensonge peut devenir dangereux une fois que les gens commencent à y croire. » Elle lui tendit une petite enveloppe en papier. Il l'ouvrit et trouva un éclat de céramique brisé, taché de terre. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-il. « Votre jardin, dit-elle, ou plus précisément la ruelle derrière, le même endroit que Hartnell creusait. » Il leva les yeux écarquillés. « Ça vient d'une théière, » poursuivit-elle. « Victorienne, vernissée, pas plus vieille que 1880. Mais votre ami Hartnell a dit à tout le monde que c'était romain, et certains étaient très déterminés à le croire. » Colin s'affala sur une chaise. Il leur a menti. Il les a fait se sentir importants par association. Et le pire, c'est qu'ils recherchaient à qui on ment. « Oui, » dit Miss Marple. Et quelqu'un a réalisé que le mensonge était sur le point d'être dévoilé. Dehors, le vent agitait les haies et la cloche de l'église sonnait l'heure. Miss Marple se leva. Ils l'ont tué pour protéger l'illusion. Mais les illusions craquent toujours. Parfois, il suffit d'une relique empruntée, d'une goutte d'huile et d'un peu trop de fierté. Elle le laissa assis avec l'éclat à la main, le poids de la vérité, soudain très réel. Le lendemain matin, le temps était clair et clair, comme si le temps, après des jours de morosité, conspirait pour distraire les villageois du malaise persistant qui s'accrochait à St. Mary Mead comme le lierre sur un vieux mur. Miss Marple, cependant, ne se laissait pas distraire si facilement. Aujourd'hui était le jour où elle allait tester sa théorie. Une théorie qu'elle avait soigneusement construite, comme un château de cartes, avec des observations plutôt que des hypothèses. Il fallait créer le bon moment, un moment où le coupable pourrait se trahir. Ainsi, avec une propreté qui aurait pu rendre fier un général, Miss Marple organisa une petite réunion de charité au presbytère, un goûter innocent en l'honneur des fiançailles de Gladys Crump, avec un menuisier local. La pauvre fille, troublée mais rayonnante, avait récemment accepté une proposition. Des invitations ont été envoyées à ceux que Miss Marple souhaitait observer. Colin Prothero, Madame Nash, Inès Curtin et, de manière inattendue, Margaret Hartnell. C'était, pensa Miss Marple avec satisfaction, un peu comme préparer le terrain. Il ne restait plus qu'à surveiller qui manquait son signal. Le salon du presbytère était rempli du tintement de la porcelaine, du bruissement des napperons et de l'odeur des scones fraîchement sortis du four. Le révérend Greenfield, bienveillant mais légèrement déconcerté, circulait avec une assiette de sandwich tandis que Madame Greenfield s'occupait des compositions florales. Gladys, rougissante et les yeux écarquillés, reçut les félicitations, tandis que Margaret Hartnell s'appuyait contre la cheminée, souriant légèrement et chassant les peluches invisibles de sa manche. Miss Marple était assise dans son coin habituel, placide et tricotant, ses yeux derrière ses lunettes ne manquant. « De rien. Une si belle journée, » dit Madame Nash avec raideur depuis le canapé, acceptant une tasse de thé avec des mains gantées. « En effet, » répondit Miss Marple, « fait presque oublier tous les désagréments de ces dernières semaines. » Il y eut un léger pincement autour de la bouche de Madame Nash. « En parlant de cela, » a déclaré Miss Marple sur le ton de la conversation, « l'inspecteur Craddock me dit que le musée du comté envoie des experts pour examiner la collection de Monsieur Hartnell. Il était même question de publier un rapport sur l'authenticité de ces découvertes. » La pièce resta silencieuse, seulement pendant une fraction de seconde, mais Miss Marple s'en rendit compte. L'expression de Margaret Hartnell s'accentua d'intérêt,
Colin Prothero bougea inconfortablement. Inès Curtin haussa simplement un sourcil avec une légère curiosité. Mais c'était Madame Nash, dont la tasse de thé tremblait légèrement dans sa soucoupe avant de la poser avec précaution. Continua Miss Marple, sa voix sirupeuse et douce. Imaginez l'embarras s'il s'avérait que certaines de ces soi-disant reliques étaient des créations modernes. Ce serait tragique, a déclaré sèchement Margaret Hartnell. Pas moins pour ceux qui ont financé ces expositions. Miss Marple eut un léger rire. Il faut pourtant que la vérité soit connue, surtout quand l'orgueil est en jeu. C'est très dangereux, l'orgueil. Cela pousse les gens à faire des choses épouvantables. Elle laissa la déclaration en suspens, appâtant l'hameçon. Madame Nash se leva un peu trop vite. « Excusez-moi, j'ai besoin d'air. »« Bien sûr, » dit gentiment Miss Marple, la regardant s'enfuir vers le jardin. Plus tard, dans l'ombre fraîche et tachetée du jardin clos du presbytère, Miss Marple trouva Madame Nash debout, raide près des rosiers, les mains serrées devant elle. « Vous semblez affligée, chérie, » dit doucement Miss Marple. Madame Nash se tourna, son visage montrant un calme tendu. « Ce sont ces ragots, Miss Marple. Cela détruit la dignité du village. »« Oui, » a déclaré Miss Marple, « et la dignité, une fois endommagée, est terriblement difficile à restaurer, tout comme la réputation. » Il y eut un long silence tendu. Puis, Madame Nash dit d'une voix basse et amère, « Il méritait la disgrâce, il méritait la ruine, mais pas... » Elle se reprit, mettant une main sur sa bouche. « Pas la mort ?» Termina doucement Miss Marple. Madame Nash ne dit rien, mais son silence était révélateur. L'expression de Miss Marple était gentille, mais son esprit était tranchant comme une lame. Elle en avait assez vu. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'inspecteur Craddock arrivait tranquillement, convoqué par une note discrète que Miss Marple avait envoyée le matin même. Il s'assit près du piano, observant les restes de la dégustation de thé. Margaret Hartnell et Colin Prothero étaient en pleine conversation, tandis qu'Inès Curtin dessinait paresseusement dans son cahier, ses longs doigts bougeant adroitement. Craddock s'approcha d'elle avec désinvolture. « Esquissez la scène ?» il a demandé. Elle sourit. « Toujours. » Il jeta un coup d'œil à son dessin. Une scène du salon, des chaises et des tasses de thé capturées par des lignes d'encre vive. Rien de sinistre, rien d'incriminant. Et pourtant, vous semblez avoir un œil vif, dit-il. J'aime observer. Les gens, dit-elle simplement. Ils en disent guides plus quand ils pensent que personne ne les écoute. Craddock hocha la tête. Miss Marple dit à peu près la même chose. Alors elle doit être très sage. Il l'étudia encore un instant. Elle croisa son regard sans broncher. Aucune crainte, aucune culpabilité. Mais Craddock avait appris, comme Miss Marple le lui avait enseigné, que l'innocence n'était pas toujours l'absence de culpabilité, mais l'absence de peur. Et Inès Curtin, quels que soient les secrets qu'elle gardait, n'avait pas peur. Dehors, Miss Marple et Madame Nash poursuivaient leur délicate danse verbale. « Vous voyez, » dit Miss Marple en s'abaissant sur un banc de pierre, « j'ai connu beaucoup de gens fiers à mon époque. Certains portaient ouvertement leur fierté, d'autres la dissimulaient derrière la gentillesse, la piété ou les bonnes œuvres, mais la fierté se manifeste toujours lorsqu'elle est mise au défi. » Madame Nash n'a rien dit. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Lorsque M. Hartnell a découvert cette relique, réelle ou fausse, elle est devenue un symbole auquel d'autres croyaient. L'exposé exposerait tous ceux qui lui faisaient confiance. Vous, chère Madame Nash, parmi eux. Toujours pas de réponse. Miss Marple adoucit sa voix. Vous n'aviez pas l'intention de commettre un meurtre, seulement de l'humiliation. Mais lorsque M. Hartnell s'est vanté en faisant défiler cette relique, devant le village, vous avez eu la main forcée. Vous avez dû agir. Les épaules de Madame Nash s'affaissèrent. Je voulais seulement lui donner une leçon, dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Une éruption cutanée, une maladie mineure. Assez pour gâcher sa journée, assez pour arrêter le dévoilement. Et au lieu de cela, vous l'avez détruit. Les larmes montèrent aux yeux de la femme.
C'était seulement de l'huile de lierre. Je n'avais pas réalisé à quel point il serait sensible. Je le jure. Miss Marple posa doucement une main sur son bras. Les intentions sont des choses curieuses, ma chère. Elles ne suffisent jamais à annuler les conséquences. Derrière eux, la grille du jardin grinça. L'inspecteur Craddock apparut, solennel, chapeau à la main. « Madame Nash, dit-il formellement, je crains de devoir vous demander de m'accompagner à la gare. » Madame Nash se redressa avec une dignité née de la défaite. Elle hocha la tête une fois et le suivit, la tête haute, dans la maison. Miss Marple resta longtemps sur le banc, écoutant le doux bruissement des feuilles. Elle pensait, non sans tristesse, combien de fois le meurtre se développait, non pas à cause de la haine, mais à cause d'un orgueil blessé. La fierté et le besoin désespéré de sauver la face dans un monde trop petit pour pardonner. Le lendemain du jour où Madame Nash a été discrètement escortée à la station de Much Benham pour un interrogatoire plus approfondi, St. Mary Mead bourdonnait d'une nouvelle énergie. Pas vraiment de soulagement et certainement pas de joie, mais quelque chose de fragile et de chargé. Pour un village accro aux rumeurs, l'idée d'un tueur parmi eux était enivrante. Maintenant, avec un suspect en garde à vue et des aveux murmurés, il y a eu un curieux déception. « Eh bien, c'est dommage, bien sûr, » a déclaré M. George. Bartlett au comptoir de l'épicier. « Mais on ne peut pas être trop surpris. J'ai toujours pensé qu'elle était trop soignée. Les gens bien rangés faire instantané. » Miss Marple, qui était venue chercher de la farine mais était repartie avec pas moins de 4 avis non sollicités, était moins convaincue. Non, ça ne s'est pas bien passé. Pas encore. Elle avait passé la matinée à parcourir le périmètre du terrain de fête, s'arrêtant souvent pour examiner le sol. Les restes de bruants flottaient encore dans les haies et de légères traces de piétinement de la foule se distinguaient dans l'herbe. Et puis elle l'a vu. Un objet à moitié enterré près de la base du vieux chêne, scintillant faiblement, au soleil. Avec un rapide coup d'œil par-dessus son épaule, Miss Marple s'agenouilla et le récupéra. C'était un bouchon en verre, du genre utilisé dans les flacons d'apothicaire. Faire le ménage. Lisse, ininterrompu. Elle le tint dans sa paume un long moment, l'esprit tournant. Pourquoi ici? La relique exposée se trouvait sur une table à au moins 5 mètres de là. Mais cela avait été jeté ou laissé tomber délibérément derrière le chêne. Caché. Le bouchon peut appartenir à n'importe quel nombre de bouteilles. Mais seulement la bouteille avait disparu, celle qu'Inès Curtin avait esquissée, celui que Hartnell avait gardé près de lui. Celui qui avait jamais est apparu après sa mort. Miss Marple se leva en pochant soigneusement le bouchon. Les aveux de Madame Nash, si c'était vraiment un aveu, avaient été étrangement pratiques, et peut-être incomplets. Elle rentra chez elle et s'assit à son bureau. D'une écriture soignée et gracieuse, elle commença à rédiger une deuxième lettre à l'inspecteur Craddock. « Dermot, je ne doute pas que Madame Nash ait appliqué le poison sur le velours. Mais je doute de plus en plus qu'elle ait agi seule, ou en pleine connaissance du résultat. Je crois qu'elle voulait du mal, oui, mais pas de la mort. Le vrai tueur comptait là-dessus. Je crois que quelqu'un d'autre a assuré la dose mortelle. Quelqu'un d'assez intelligent pour faire passer une petite vengeance pour le crime principal. Quelqu'un qui a utilisé la relique et les hypothèses des autres comme camouflage. Le vôtre, J.M. l'inspecteur Craddock, n'était pas un homme facile à influencer une fois les aveux signés. Mais lorsque Miss Marple l'a convoqué le lendemain matin dans son cottage, il est venu sans protester. Il la trouva assise sous un treillis de roses dans le jardin arrière, une tasse de thé dans une main et une page pliée du livre. Much Benham Gazette dans l'autre. « J'ai pensé, Dermot, dit-elle doucement, aux gens qui ne mentent pas vraiment, mais qui ne disent pas non plus la vérité. » Craddock accepta le siège en face d'elle, se préparant déjà à l'habituel démantèlement en douceur de ses hypothèses. « Continue. Vous avez dit que Madame Nash avait admis avoir empoisonné le velours. Elle l'a fait. Elle a affirmé avoir mélangé de l'huile de lierre et du camphre dans le tissu 2 jours avant la fête. Oui, et je la crois.
a déclaré Miss Marple. Mais je crois qu'elle avait seulement l'intention de provoquer une éruption cutanée chez M. Hartnell, peut-être suffisamment d'inconfort pour arrêter l'exposition. Pas la mort. Vous pensez que quelqu'un d'autre y a ajouté? Je pense que quelqu'un a complètement remplacé la bouteille, a déclaré Miss Marple en lui tendant le bouchon qu'elle avait trouvé. Et vous constaterez que cela ne correspond à aucune bouteille en sa possession, mais cela correspond à un ensemble de l'étude du presbytère. Plus précisément, ceux utilisés pour les vieilles encres et solvants du révérend Greenfield. Craddock cligna des yeux. Vous dites, je dis que c'était quelqu'un qui avait accès au presbytère sans éveiller les soupçons. Quelqu'un qui comprenait la chimie. Quelqu'un qui savait comment gérer les irritants et qui savait exactement ce qui allait se passer lorsque M. Hartnell toucherait cette pierre. Le visage de Craddock s'assombrit. Inès Curtin. Miss Marple hocha la tête. Elle a laissé croire à Madame Nash qu'elle avait agi seule, astucieuse. Une fois le velours traité à l'huile de lierre, il ne lui manquait plus qu'un second composé, absorbé par le toucher pour accélérer la réaction. Ça ne ressemblerait pas à un meurtre, ça ressemblerait à un accident, ou à une petite malveillance qui aurait mal tourné. « Mais pourquoi ?» demanda Craddock. Elle n'était pas dans le testament. Elle n'avait aucun antécédent avec Hartnell. Elle avait autre chose, dit Miss Marple en se levant lentement. Une carrière ruinée et un motif plus fort que l'argent. Réputation. Elle désigna le carnet de croquis d'Inès que Craddock avait apporté à sa demande. Elle a affirmé qu'elle avait seulement observé la relique, mais elle savait que c'était un faux. Elle nous l'a dit. La vérité d'Hermod, c'est qu'elle a aidé Ferril. Craddock le regarda fixement. C'était elle, la faussaire. Ou du moins, elle a collaboré avec quelqu'un. Probablement Hartnell lui-même. Cela a commencé comme un projet inoffensif. Peut-être qu'elle espérait gagner les faveurs, se rétablir dans le monde de l'art. Mais Hartnell, toujours le pont, n'a pas pu s'empêcher de l'afficher. Elle s'est rendue compte, murmura Craddock, que si la vérité éclatait, elle serait à nouveau ruinée. Exactement. Elle s'est donc assurée qu'il ne pourrait jamais révéler son rôle dans cette histoire, et en laissant l'élan de vengeance de Madame Nash masquer sa propre interférence fatale. Eh bien, elle a presque réussi à s'en sortir. Ce soir-là, Craddock arriva de nouveau au presbytère. Inès Curtin l'a accueilli avec son aplomb habituel. « À quoi dois-je ce plaisir, inspecteur ? J'aimerais vous poser quelques questions supplémentaires sur l'artefact de M. Hartnell, si cela ne vous dérange pas. »« Bien sûr, » dit-elle en désignant le salon. « Même si j'ai bien peur de ne pas pouvoir dire grand-chose de plus. » Craddock posa le bouchon en verre sur la table. « Vous reconnaissez cela ?» Inès le regarda une demi-seconde de trop. « Dois-je » ? Il a été trouvé derrière le terrain de fête, près du chêne. Elle n'a rien dit. Nous pensons que cela vient de la bouteille que Hartnell utilisait pour soigner ses reliques. Vous l'avez dessinée dans votre carnet de croquis, mais bizarrement cette bouteille a disparu. Ses mains étaient très immobiles sur ses genoux. Seules quelques personnes avaient accès à cette table d'exposition, mais une seule avait les connaissances nécessaires pour provoquer une réaction fatale, et une seule risquait de perdre sa réputation si Hartnell disait la vérité. Pourtant, elle ne parlait pas. « Vous avez remplacé la bouteille, » dit doucement Craddock, après que Madame Nash ait préparé le tissu, mais avant la présentation. Vous saviez que Hartnell manipulerait l'objet devant tout le monde, et vous vous êtes assuré que cela le tuerait. Finalement, Inès parla. « Il promit ça resterait silencieux, » dit-elle, sa voix étrangement plate. « Il a dit que c'était inoffensif. Un peu de plaisir. Il savait ce que j'avais risqué en l'aidant. Il l'a utilisé comme levier. Vous l'avez aidé à le forger ?» Elle hocha lentement la tête. Il n'avait pas le sens du détail. C'est moi qui ai sculpté. Il m'a dit que je participerais à quelque chose de brillant. Mais ensuite, il s'en est vanté, l'a qualifié de chef-d'œuvre. Il s'en est attribué tout le mérite. Il a dit qu'il l'exposerait à la fête. Si quelqu'un l'avait découvert, j'aurais été ruiné. Alors tu l'as tué. Je silencieux, lui, dit-elle doucement.
et j'ai laissé le reste se jouer. Je ne comptais pas sur Miss Marple, elle sourit faiblement. Peu de gens le font, dit Craddock d'un air sombre. Cette nuit-là, alors que la lune d'été se levait sur le village, Miss Marple arrosa ses roses, les pétales frais sous ses doigts. La culpabilité de Madame Nash avait été partielle, et pourtant, avec quelle facilité cela avait satisfait le village. Le criminel s'était caché derrière le masque le plus crédible de tous, l'étranger calme et bien élevé, poli, utile, intelligent. Mais en fin de compte, pensa Miss Marple, même les meurtriers les plus intelligents ont oublié une chose essentielle. Dans un village aussi petit que St. Mary Mead, quelqu'un regarde toujours. Une semaine après l'arrestation d'Inès Curtin, le village de St. Mary Mead avait commencé, à sa manière, à se recoudre. La nouvelle, lorsqu'elle est tombée, a stupéfié les villageois plus que les aveux de Madame Nash ne l'avaient jamais fait. Inès, la nièce du vicaire, la jeune fille tranquille au croquis intelligent et au sourire calme, avait empoisonné un homme. Pas par passion ou par désespoir, mais par calcul. Elle avait orchestré sa mort comme une pièce de théâtre, avec un acte final destiné à s'absoudre entièrement. L'idée a profondément perturbé le village. Il y avait quelque chose de presque plus effrayant dans sa propreté que si elle avait utilisé un couteau ou un pistolet. Qui l'aurait cru ? Murmura Madame Dawes à Madame Bartlett devant la boucherie. Je ne l'ai jamais aimé, bien sûr. Mais le poison, ce n'est pas naturel, positivement continental. Ce n'était plus comme avant nos meurtres, acquiesça Madame Bartlett, comme si elle se rappelait une recette préférée. Alors, personnel maintenant. Au presbytère, les chambres d'Inès furent vidées en silence. Le révérend, profondément affligé et honteux, a demandé à Miss Marple de récupérer le carnet de croquis. Il ne pouvait se résoudre à le toucher. Elle obéit, feuilletant les dernières pages. Le dernier dessin, caché derrière une feuille volante, montrait la relique, faussement romaine, désormais tristement célèbre, fissurée en son centre. À côté, une main tenant un stylo. Pas celui de Hartnell, comme on pourrait s'y attendre, mais celui d'une femme. Signé à l'encre, hissé, il n'y avait aucun doute. Sa vanité avait laissé des traces. Au commissariat de Much Benham, Inès Curtin avait avoué avec une sorte de dignité froide. Elle n'a fait aucune tentative pour mendier ou marchander. Elle n'a pas pleuré. Lorsque l'inspecteur Craddock lui a demandé ce qui l'avait réellement motivé, elle a simplement répondu « La réputation est une monnaie. Une fois perdue, vous êtes ruiné. Hartnell a détruit la mienne avant que je puisse la récupérer. Je me suis assuré qu'il ne recommencerait pas. » « Pourquoi ne pas simplement partir ?» avait demandé Craddock. Elle l'avait regardé, presque avec pitié. « Parce que si je partais, le mensonge perdurerait. Mais s'il mourait, c'est devenu une légende que je pourrais renier. » Miss Marple, lorsqu'on lui a dit cela, a simplement déclaré « Comme cela ressemble au théâtre. Une tragédie habillée en héritage. » Margaret Hartnell, désormais unique héritière de la succession de son oncle, revint à Londres non pas avec de l'argent, une grande partie était gelée en vertu de l'homologation, mais avec une satisfaction prudente. « J'ai toujours su qu'il finirait par décevoir le village », a-t-elle déclaré à Miss Marple autour d'un thé avant de partir. « Mais merci d'avoir veillé à ce qu'il ne déçoive pas la justice. » Miss Marple se contenta de sourire. Elle n'avait aucune rancune ni affection envers Margaret. Les gens sont souvent plus compliqués que leur cause. Ça, elle le savait trop bien. Colin Prothero, enfin lavé de tout soupçon, reprit son poste au cabinet du notaire, plus calme et peut-être plus sage. Lorsqu'il croisa Miss Marple dans l'allée, il toucha sa casquette avec un nouveau respect. « Dame, Nash, bien que libéré sans inculpation, ses actions jugées imprudentes mais non intentionnelles criminelles, s'est retiré de la société. Sa fierté avait été son armure, et maintenant elle était fissurée et irréparable. Elle n'héberge plus de bridge. Ses roses se sont fanées. Et la relique elle-même. Il fut retiré du presbytère et envoyé, sous scellé, aux archives départementales,
où il sera étiqueté fausse antiquité, preuve médico-légale. Une relique encore, quoique d'un genre très moderne. Un après-midi, alors que le village retrouvait sa routine. Échange de rhubarbe, répétition de cantiques, débat sur la hauteur des haies. L'inspecteur Craddock s'est arrêté dans le jardin de Miss Marple. Il la trouva en train de tailler de la lavande, le visage ombragé par un large chapeau de paille. « Puis-je vous déranger un instant ?» Il a demandé. « Toujours, Dermot, dit-elle. Asseyez-vous, il y a du sirop de fleurs de sureau. » Il accepta un verre et s'adossa au banc. « Vous aviez raison, dit-il simplement. À propos de tout cela. » Elle sourit, comme s'il avait dit quelque chose d'aussi ordinaire que « le soleil brille ». Inès était intelligente, a-t-il poursuivi, à utiliser la petite méchanceté de quelqu'un d'autre pour dissimuler son meurtre. Un esprit très moderne, précis, effrayant. « Oui, » dit Miss Marple d'un ton léger, « mais c'est sa vanité qui l'a trahi. La signature, les croquis, elle nécessaire quelqu'un à connaître. C'est la différence entre un criminel et un tueur. » Craddock haussa un sourcil. « Vous faites une distinction ?»« Oh oui, » dit-elle en coupant un brin capricieux. « Un tueur agit une fois, souvent à la hâte. Un criminel planifie dans l'attente d'applaudissements. » Inès ne se contentait pas d'être méconnue. Elle voulait se montrer plus rusée que le village, Hartnell et même elle-même, et elle l'aurait fait, sans une petite fissure dans un faux pot et une bouteille laissée derrière un arbre. Craddock regardait le jardin. « Tu vois plus que moi. » Miss Marple lui tapota la main. « C'est parce que je ne surveille pas les crimes, mon cher garçon. Je surveille les crimes. » Comportement, les gens se révèlent quand ils pensent que personne ne les voit. Il hocha la tête, puis se leva, époussetant son pantalon. « Je vais vous laisser retourner dans votre jardin. J'espère que nous passerons un été tranquille maintenant. » Miss Marple eut un petit rire. « Nous avons toujours espoir, Dermot. » Il a levé son chapeau et est parti. Ce soir-là, seule et contente, Miss Marple était assise près du feu, ses aiguilles claquant doucement. Elle pensa à M. Hartnell, pas gentiment, mais avec clarté. Il avait été vaniteux, arrogant et insensé. Pourtant, elle n'a pas célébré son sort. L'orgueil l'avait finalement tué, le sien et celui des autres. Elle pensa aussi à Inès Curtin, une fille intelligente, trop intelligente, assez futée pour dissimuler un crime derrière la main d'autrui, et de Madame Nash, qui avait tenté de blesser un homme et avait finalement permis un meurtre. C'était toujours comme ça, pensa Miss Marple. Les crimes s'enchevêtraient comme des vignes, les uns s'enroulant autour des autres, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en voir la racine. Mais elle l'avait fait. Elle prit son thé et sourit au son de 10 heures de l'horloge du village. Demain apporterait une autre journée de roses, de listes de courses et de conversations polies à la poste. La fête reviendrait l'année prochaine, et peut-être que quelqu'un ferait don d'un vieux livre ou d'un chien de porcelaine au lieu d'une relique mortelle. Et Miss Marple, toujours douce, toujours sous-estimée, resterait prête, parasol à la main, tricotant sur ses genoux, les yeux tranquillement observés. Parce que dans des villages comme St. Mary Mead, le meurtre était rare, certes, mais jamais impossible. Et la nature humaine, elle le savait, était la seule relique qui n'avait jamais vraiment changé.